Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureux aujourd'hui de vous présenter cette dernière partie consacrée à la saga Alien parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on est en train de parler que de ça, que je me replonge dans les films, dans les making-of, dans les livres que j'ai derrière moi. J'ai l'impression de vivre sur LV426 tellement j'étouffe à force d'en parler. C'est dire l'immersion que me procurent ces films, en tout cas les trois premiers dont on a longuement parlé dans les vidéos précédentes. Et à l'époque, dans les années 90, quand on a vu Alien 3, rien ne laissait penser qu'on allait voir un Alien la Résurrection à peine quelques années après. Alien la Résurrection est vraiment pour moi, et je vais le développer dans cette vidéo, un film qui se rattache aux trois autres, qui forment vraiment un tout scindé, bien homogène. Et ce numéro 4, bien qu'il suive de façon assez proche la sortie des autres films, je trouve qu'il a quelque chose de moins, que je vais essayer de partager avec vous, qui fait que c'est certes un très bon film, mais que ce n'est pas un film dans lequel tu te plonges corps et âme comme moi je me suis plongé dans les trois premiers. Voyons pourquoi. Voyons d'où est sortie cette idée, encore une fois, de faire un autre Alien après cette fin pourtant inéluctable et définitive qui était Alien 3. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée au final de le faire? Comment ça s'est passé cette fois-ci par rapport aux cauchemars qu'ont été les autres aliens à développer? Et pour ceux qui n'ont pas vu, je vous renvoie à mes vidéos précédentes. Et puis dans une deuxième partie, on va essayer de... je vais vous dire tout simplement ce que je pense du film. Pourquoi ce film reste très bon, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas à la hauteur de ses aînés? Dans cette vidéo, on va essayer d'être un peu détendu. Détendu parce que le tournage de ce quatrième film s'est beaucoup mieux passé que les précédents. Il y avait une volonté clair, surtout de la part de Sigourney Weaver, que s'il fallait en refaire un, on se taperait pas toutes les galères qu'on a eues dans les trois premiers, spécifiquement dans le 2 et dans le 3, d'où une volonté déjà de ne pas tourner à Pinewood, à Londres, mais de tourner directement à Los Angeles, à côté, pour pas avoir les mêmes problèmes que sur les autres tournages, pour pas travailler 6 jours, voire 7 jours sur 7 jusqu'à 11 heures tous les soirs. Il y avait vraiment une envie, non pas de faire un film à la cool, parce que faire un film Alien c'est très sérieux, mais de pas non plus se torturer, faire un film de façon plus professionnelle, avec un vrai scénario déjà préparé, cette fois-ci, contrairement à celui d'avant, pour éviter les mêmes galères et apprendre des erreurs passées. On va se plonger du coup dans ce tournage de façon un peu plus développée pour vous montrer comment s'est passé le tournage d'Alien la Résurrection. Donc commençons dans cette première partie par savoir comment ça s'est passé avant et pendant le tournage, et qu'est-ce que je retiens aujourd'hui du film, ça sera en deuxième partie avant de se quitter. On y va! Après le succès mitigé d'Alien 3, en particulier en Amérique du Nord, la Fox n'était pas pressée de rempiler. La fin d'Alien 3 étant irrémédiable avec le décès de son personnage principal, l'idée de revenir sur les origines des aliens et ces fameuses planètes inconnues trotte toujours dans les têtes. Le scénariste cher à mon cœur Joss Whedon, futur papa de Buffy et fan de la franchise, rédige un premier jet mettant en avant la résurrection de Newt suite à du sang récupéré sur Fiorina 16, lieu des événements du troisième film. Heureusement, il n'en a rien été. La Fox réalise alors que mettre en scène un alien sans la présence de son personnage fétiche était un pari risqué, et il est alors demandé à Joss Whedon de réécrire le scénario en y intégrant Ripley. Trop fan de la saga pour abandonner, et mettant souvent en avant les personnages féminins badass, il maintiendra son idée de clonage, mélangeant l'ADN des aliens avec celui de Ripley, pour finalement créer une nouvelle héroïne qui appartiendra aux deux mondes, héritant d'aptitudes hors du commun et qui devra choisir son camp. L'idée plaît beaucoup à Sigourney Weaver, qui accepte le projet, toujours en tant que productrice exécutive. Elle imposera cependant ses conditions, entre autres de tourner cette fois-ci à Los Angeles pour éviter le chaos des précédents films et éviter de travailler chaque jour jusqu'à 23h, 7 jours sur 7. Sigourney Weaver, elle s'est vraiment impliquée dans les trois films à fond, aussi bien dans l'écriture, parce qu'à chaque fois elle revisite le scénario à partir du deuxième film avec le réalisateur pour que ce soit proche de Ripley. D'ailleurs, elle a gardé certains cahiers des tournages précédents pour essayer de coller au personnage de Ripley. Elle a mis sa condition d'être à nouveau coproductrice du film, mais elle avait vraiment une volonté que la saga reste qualitativement très bonne, et elle avait vu d'un très mauvais œil les premières rumeurs qui parlaient d'un Alien vs Predator, qui à son sens allait détruire la saga, et elle n'avait pas complètement tort là-dessus. Donc elle a dit, je ne veux plus faire d'Alien, parce qu'elle voulait libérer la saga de son personnage, parce qu'elle pensait que son personnage emprisonnait la saga d'aller dans d'autres directions, et finalement elle s'est dit que si les autres directions c'était Alien vs Predator, autant qu'elle revienne, surtout que faire un Alien à cette époque sans envisager le personnage de Ripley, c'était dangereux. Il fallait donc maintenir la saga dans un certain niveau de qualité, et pour ce faire, il fallait trouver un réalisateur de l'envergure des précédents, à savoir Ridley Scott, James Cameron et David Fincher. Voyons voir qui était sur le marché à ce moment-là. Walter Hill et David Giller, producteurs emblématiques de la saga, ne participent pas à l'écriture de ce scénario, qui à leur sens allait ni plus ni moins détruire la saga. Danny Boyle, réalisateur de Trainspotting, a d'abord été approché pour la réalisation, emballé par le scénario avant de finalement se rétracter. C'est alors que Jean-Pierre Jeunet est envisagé afin de faire bénéficier à la saga de son univers créatif et visuel très remarqué outre-Atlantique,
en particulier pour son travail sur Delicatessen ou La Cité des Enfants Perdus. D'abord réticent et déjà occupé avec la préparation du fameux destin d'Amélie Poulain, il acceptera cependant à condition de s'entourer de son équipe, Pete Hoff pour les effets spéciaux, Darius Khondji son chef opérateur, Hervé Schneid son monteur et son acteur fétiche, Dominique Pinon. Fait très étonnant, surtout quand on voit le tournage du film précédent, la Fox va dire oui et amen à peu près à tout. Et Jeunet est prêt également aussi à dire oui à tout. Il est conscient d'être un saisonnier à la Fox qui va prendre son pied à faire un film hollywoodien. Il sait qu'il va faire du mieux possible avec ce qu'on va lui donner sans en demander trop. Il va retravailler aussi le scénario avec Joss Whedon. Il va faire une autre revisite du scénario de Joss Whedon qui avait déjà été retravaillé par Sigourney Weaver, donc il en reste peut-être plus grand chose de ce scénario à la base. D'ailleurs, Joss Whedon va le confesser que le film est bien loin du rendu qu'il en espérait. C'est une anecdote. Le scénario prévoyait beaucoup plus de choses. Il prévoyait une fin sur Terre de différentes façons. D'ailleurs, dans les bonus du film, on voit 2 versions, mais il y en avait 5 qui étaient prévus. Et le film était prévu, encore une fois, comme pour Alien 3, d'être fait en 2 parties avec ce film-là qui devait lancer un film qui se passait soit sur Terre, soit à nouveau dans la planète des aliens, toujours le même projet en loin, qui va arriver malheureusement un jour. Mais il y avait toujours cette volonté que ce film soit le départ de 2 films, comme Alien 3 aurait dû l'être. Mais en résumé, avec un réalisateur qui a été choisi assez rapidement, un scénario qui a été commandé assez rapidement, le casting qui a été fait assez rapidement, la confirmation de Sigourney Weaver qui a été faite assez rapidement, on est quand même dans de très bonnes conditions pour faire du bon boulot et rendre honneur à la saga. Effrayant comme Alien, palpitant comme Aliens, telle est la volonté de départ. Avec une volonté claire de faire du personnage de Ripley un personnage à cran et bizarre, en axant le scénario sur les effets d'un retour d'entre les morts, ce que Joss Whedon sait très bien faire, et explorant ce thème plus tard dans la saison 6 de Buffy. Afin de flatter son futur public, Jeunet va regarder un certain nombre de films d'action américains, avec une volonté clairement affichée de faire un film hollywoodien pour sortir de l'image du petit film réalisé par un Français. En analysant par exemple les emplacements de caméra des films américains actuels, en le comparant avec les emplacements de caméra des films précédents, le nombre de plans dans un long métrage entre le premier Alien et celui-ci ayant considérablement augmenté, voire doublé. Le réalisateur souhaite donc faire un film plus nerveux, plus rythmé, à mi-chemin entre Alien et Aliens le retour. Encore une fois, le film il est sur des bons rails. Il est sur des bons rails, même s'il manque des mètres carrés pour tourner, parce que ce genre de décor demande énormément de place, et qu'il y a moins de place à Los Angeles que dans la banlieue de Londres, et c'était la raison des tournages qui ont été exportés là-bas à l'époque. Sachant que dans les studios voisins, on tournait aussi du lourd, avec Starship Troopers d'un côté, Le Monde Perdu de Spielberg de l'autre, et un certain Titanic par James Cameron qui, je vous explique pas la place que ça prenait. Donc il a fallu vraiment se pousser pour essayer de caser un Alien qui était pas vraiment attendu parmi ces 3 gros blockbusters de l'époque. Belle année, 97 quand même, quand il pense. 97 pour le cinéma, 98 pour les jeux vidéo, je pense que c'était les meilleures années du monde à vivre. La Fox respectera les choix de Jeunet concernant les rôles non attribués. Outre Dominique Pinon qui joue dans chacun de ses films, l'acteur Bill Murray avait été approché pour le rôle de Vren avant de se rabattre au dernier moment sur J.E. Freeman. Bill Murray en Vren. Ça aura rajouté un petit level au film parce que Bill Murray, dans la fameuse scène où il dit « On te dresse bien, toi », j'imagine très bien Bill Murray dire ça avec son physique peut-être moindre, mais avec un regard glacial. Et j'aurais tellement voulu que Bill Murray dise oui à ce film-là pour qu'il soit en face de Sigourney Weaver à nouveau, mais dans un rôle complètement différent. Il y a toujours un pourri dans les aliens, hein. Je regrette simplement de ne pas l'avoir vu dans ce rôle-là. Ron Perlman est choisi car Jeunet avait déjà travaillé avec lui dans La Cité des Enfants Perdus. Perlman étant alors le seul acteur américain dans une production 100% française, il y avait une volonté claire encore une fois pour Jeunet d'être entouré du mieux possible pour se sentir le moins isolé durant le tournage. Je vous propose maintenant de voir des anecdotes de tournage, les scènes clés qui m'ont marqué, donc on va rentrer un peu plus dans l'analyse du film plutôt que sa préparation. Et le tournage se passe très très bien, car tout le monde est super excité à l'idée de faire un Alien, Winona Ryder qui adore la saga par exemple, et tous les personnages en fait de cette bande de pirates, Ron Perlman et tous les acteurs à côté, n'hésitent pas dans les couloirs à beaucoup se parler pour qu'ils aient l'air d'un groupe crédible, un peu comme les Marines d'Aliens le retour. Il y avait une volonté entre Ron Perlman et l'acteur qui joue Christie de faire un duo semblable à celui du premier film entre Parker et Brett, deux mécaniciens assez soudés dans la difficulté. Limite, à certains moments du tournage, il fallait les séparer dans les couloirs entre les plateaux, parce qu'ils étaient tellement surexcités, tellement en train de rigoler, qu'une fois qu'ils étaient sur le tournage, il fallait couper et revenir dans le rôle. Donc des fois, ils étaient séparés entre les prises pour pas qu'ils rigolent trop tous ensemble, parce qu'il y avait vraiment une bonne ambiance de déconnade et d'amusement dans un film à enjeu, certes, mais comparé aux 3 premiers, c'est vraiment le Club Med pendant le tournage. Le Club Med au sens propre comme au figuré,
durer parce qu'il va falloir tourner cette fameuse scène sous-marine. C'était une des premières séquences à tourner au tout début de tournage, une séquence qui devait durer plusieurs semaines, sans aucun trucage, intégralement sous l'eau, dans un bassin qui a été reconstitué dans un bâtiment de la Fox, avec une vraie cuisine reconstituée, immergée, avec donc un toit au-dessus. Impossible de remonter à la surface si ça se passe mal. Donc j'avais envie de vous faire partager cette partie du tournage que j'ai analysée dans les documentaires, dans les making-of, que je trouve absolument fascinant. Tourner dans l'eau, on en a déjà parlé dans Les Dents de la Mer, c'est une catastrophe. Mais tourner sous l'eau, on en parlera un jour avec le film Abyss de James Cameron, mais tourner sous l'eau, c'est vraiment une prouesse technique. Déjà, il y a une préparation de 15 jours à différentes piscines municipales pour initier les acteurs à la plongée, les règles de la plongée, et tout le monde n'est pas à égalité là-dessus. Et Sigourney Weaver, elle arrivait au début du tournage, après la préparation, donc elle n'était pas du tout préparée, et elle n'était pas du tout à l'aise avec ça. Elle pensait qu'elle pourrait pas le faire d'ailleurs, sachant que Winona Ryder a failli se noyer à 12 ans, et qu'elle a une phobie de l'eau. Le tournage a duré 4 semaines sous la flotte. 4 semaines, et quand on tourne dans l'eau, il faut déjà avoir des plongeurs sous l'eau pour te donner d'oxygène, parce que tu ne remontes pas entre les prises, tu restes sous l'eau, et quand tu descends sous l'eau, quand tu es préparé sous l'eau, ou tu enlèves ton oxygène, tu as des bulles qui se dégagent, il faut attendre que les bulles disparaissent pour commencer à filmer. Donc déjà, tu perds 5 secondes de souffle, et après, tu dois te déplacer d'un point A à un point B, là où tu attends un autre plongeur qui t'amène de l'oxygène, et donc tu recharges, entre guillemets, sachant qu'il y a eu des soucis avec certains plongeurs qui allaient aux toilettes et qui sortaient de l'eau sans que personne ne le dise, et que du coup, au moment où tu te retrouves à faire ta scène et à ne pas avoir d'oxygène à l'arrivée, et c'est un autre plongeur qui était plus loin qui te remarque et qui te dépanne au dernier moment, il y a quand même failli y avoir des accidents. Ron Perlman a failli se noyer comme ça. Et là, les acteurs se sont sentis complètement dépendants des plongeurs qui étaient à côté, parce que tu ne pouvais pas remonter, donc si le gars il te disait je te le donne pas, bah t'es mort quoi. Donc c'était vraiment une expérience traumatisante pour beaucoup d'acteurs. Pour Winona Ryder, c'est le pire cauchemar qu'elle a fait sur un tournage. Ce mois sous la flotte, 8 heures par jour, voire plus pour les plongeurs qui eux sortaient pas, qui du coup devaient faire leurs besoins dans les bassins, et au bout d'un moment l'eau, plus on faisait dedans, plus il fallait mettre du chlore pour que l'eau soit praticable, il fallait aussi mettre du lait dedans pour que l'eau ait ce côté un peu opaque, donc on ne voyait rien. Donc les acteurs ne voyaient rien, ils n'avaient pas le droit d'avoir les lunettes pendant les scènes, donc c'était vraiment quelque chose de très éprouvant. Je pense que ça a été le test pour l'équipe de Jean-Pierre Jeunet, de se confronter à ce tournage physique. C'est vraiment le baptême du feu. Si jamais tu traverses ça, le reste du film derrière, c'est une promenade de santé. Et ça a été le cas. Et puis les gars habillés en aliens, parce qu'il y a des aliens en image de synthèse intégralement sous l'eau, il y a aussi un vrai costume. Et le costume qui est en mousse ou qui est en caoutchouc, une fois que t'es dans l'eau, il devient super lourd ce costume-là. Puis avec le casque, le masque de l'alien, tu ne vois rien non plus. Donc c'était vraiment une prouesse. Et j'ai envie de dire bravo à toute l'équipe d'avoir fait cette scène-là, parce que je trouve que Alien la Résurrection, c'est un film qui est saupoudré de très bons passages comme celui-là. C'est pas constant comme dans d'autres Aliens où en fait t'es pris à la gorge du début à la fin. Là, c'est un peu des pics. Ça, c'était pas mal, puis ça redescend. Ça, c'est pas mal, puis ça redescend. Là, pour le coup, dans Alien la Résurrection, c'est son défaut, c'est que t'as pas la même intensité. Mais ponctuellement, tu es vraiment pris dedans avec des passages, des séquences qui n'ont rien à envier à ceux d'avant, voire supérieurs. Mais sur l'ensemble, malheureusement, Alien la Résurrection, de par son ton comique et son humour noir qui a été choisi pour l'identité du film, bah ça, forcément, quand tu fais de l'humour dans un Alien, c'est pas interdit, mais forcément, tu perds de l'intensité, tu perds de la terreur, tu perds ton immersion, parce que quand tu commences à rigoler, tu perds la pression. C'est logique. Et l'humour fonctionne bien parce que c'est drôle. Et c'est ce qui différencie cet Alien par rapport aux autres. Autre scène importante du film qui, à mon sens, est très réussie, c'est la scène du basket. Scène du basket où le personnage de Ripley s'amuse pour la première fois depuis sa renaissance, et ces troubles faits qui viennent l'empêcher de jouer provoquent cette scène de bagarre qui a été écrite de façon à ce que Ripley veuille jouer, en fait, quoi qu'il arrive, tout en se battant, parce que elle, ce qu'elle veut, c'est jouer, un peu comme un enfant ou un ado. Donc cette scène-là était importante, parce que c'est aussi la rencontre avec ces personnages, ces pirates, et puis Ripley, donc qui vont devoir collaborer par la suite. Cette fameuse scène du panier de basket, où Ripley devait vraiment, sans trucage, prendre son ballon de basket, balancer son ballon et faire panier. Ils y ont passé la journée. Ils voulaient pas qu'on fasse appel à des trucages, alors qu'on lui disait sans cesse, on peut te le faire facilement en 2 clics, c'est facile à faire, pourquoi tu t'embêtes, etc. Elle voulait le faire. Elle avait un entraînement de basket pendant plusieurs semaines avant. Je pense que c'est pour ça qu'elle voulait le faire, pour lui apprendre à manier le ballon. Et au dernier moment, elle balance le ballon. Ça rentre, mais ça rentre de façon tellement parfaite, sans toucher le cadre, sans toucher le panneau. Flap!
comme ça. Ils sont tous, wouah! Et en fait, ils ont complètement oublié qu'ils tournaient. Donc c'était vraiment assez amusant à tourner, et sachant qu'en plus, il y a deux problèmes par rapport à cette scène-là, c'est que si vous la regardez bien, à un moment, la trajectoire du ballon, quand Sigourney le lance, fait que le ballon sort du champ et atterrit dans le panier. Donc tu peux croire qu'il y a un trucage, puisque le ballon disparaît à un moment. Et pour éviter le doute sur ce ballon qui aurait disparu, on a voulu corriger numériquement le ballon pour lui donner une trajectoire plus plate, alors qu'elle l'avait fait. C'est quand même très con comme principe, et c'était pour qu'on doute pas qu'elle l'ait fait. Évidemment, ils ont fusé, parce que c'était complètement débile. Ils l'avaient fait sans trucage, donc ils allaient pas rajouter un trucage pour faire croire qu'il n'y avait pas de trucage. Donc finalement, il n'y avait pas à se compliquer la vie. Elle l'a fait, ça sort du champ, mais tous ceux qui étaient là témoignent qu'elle l'a vraiment bien fait. Si vous la croyez pas, regardez le making-of et vous verrez. Autre scène marquante, la scène avec les clones, là où elle découvre qu'il y a 7 autres exemplaires de Ripley qui ont été tentés, et je trouve que ce passage nous ramène à Prometheus et surtout à Alien Covenant, parce que je trouve encore une fois que, et on va donner ce crédit à Alien Covenant, une fois que tu vois Alien Covenant et que tu découvres qu'il y a plusieurs spécimens d'aliens ou Prometheus, même chose d'ailleurs que tu vois qu'il y a des pré-aliens, des néo-aliens, des conneries comme ça là, qu'est-ce qui t'empêche de faire un alien hybride mi-homme, mi-alien, comme dans Alien la Résurrection? À l'époque, il était assez mal perçu, à la fois physiquement et dans l'idée, mais aujourd'hui, quand tu vois les préquels à ces films-là, c'est complètement logique qu'un alien recréé synthétiquement à partir d'un humain, recréé synthétiquement, tout comme dans Alien 3, on avait un alien à 4 pattes parce qu'il a été mis au monde par un chien. Il peut y avoir une multitude d'aliens en fonction de son hôte, et en fonction aussi, du coup, là, de la science, dans Alien la Résurrection, donc c'est tout à fait plausible qu'il y ait cet hybride qui, à mon sens, est réussi, parce que c'est plus un humain qu'un alien, et ses yeux, c'est le premier alien qui a des yeux, et cet alien est émouvant, surtout au moment où il disparaît. Moi, ça me prend le cœur à chaque fois de le voir souffrir et regarder sa maman, et qui lui dit bien clairement dans les yeux: pourquoi tu me fais ça, j'ai mal, je souffre, tu es ma mère. Ça me... c'est pas ce que j'attends d'un alien, ça non plus, mais encore une fois, le film arrive à se démarquer des autres, parce que t'as de l'émotion, parce que t'as de l'humour, parce que t'as de l'humour noir, parce que t'as aussi du gore drôle, mais du gore quand même. Donc je peux pas reprocher à Alien la Résurrection d'en faire moins que les autres. Il a vraiment trouvé sa voie, il a fait son truc, sauf que sur 2 heures ou 2h10 de film, tu n'en sors pas essoufflé, comme les 3 premiers. Parce que tu n'es pas à fond dedans du début à la fin, la faute a un rythme qui varie, et le fait que l'humour noir ou l'humour tout court te sort légèrement du film, suffisamment pour pas être immergé dedans. Alien 1, Alien 2, Alien 3, c'est une expérience. Tu es coincé dans le film avec eux, comme tu es coincé dans Gravity avec le personnage de Clooney et de Sandra Bullock. C'est le même genre d'immersion. Alors c'est peut-être parce que c'est l'espace, je sais pas, mais en tout cas, tu es vraiment dedans. C'est plus qu'un film, c'est une expérience que tu partages. Alien la Résurrection, ce n'est pas une expérience, c'est un très bon film que tu regardes. Il y avait un vrai parti pris de rendre les aliens un peu plus organiques, un peu plus détaillés. Le réalisateur avait le parti pris de les montrer plus longtemps, parce qu'on s'est dit à ce moment-là que comme on les avait déjà vus 3 fois, ça servait à rien de préserver le mystère, autant les montrer, autant montrer la compagnie, même si c'est pas la même, faire l'expérience dessus comme on voulait le voir depuis plusieurs films. Et rien que les œufs qui s'ouvrent toujours par 4 dans le 1, dans le 2, dans le 3, donc il y avait vraiment un parti pris de rendre ça plus crédible, plus organique, plus réaliste, et à mon sens, les aliens d'Alien la Résurrection sont les plus beaux à regarder, parce que dans le 1, on le voit très peu, dans le 2, on les voit vraiment très mal, dans le 3, il fait mal aux yeux tellement il est mal fait à cause des images de synthèse incrustées. Là, dans celui-là, même si les aliens 100% numériques, les premiers dans la saga, piquent encore un petit peu en 2020, même si à l'époque c'était pas mal, mais dans tout ce qui est animatronique ou dans les costumes, je trouve que ce sont les plus beaux de la saga, et visuellement, le film est un des plus beaux avec le premier, parce que le style jeunet, le style jaunâtre du réalisateur colle parfaitement à la saga, et même la musique de John Frizzell, même si elle est pas aussi marquante que celle des autres, parce que encore une fois, la OST du 1 est magnifique, celle du 2 est très boum 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 boum. Celle du 3, c'est même pas une musique, c'est une espèce de... Je vous en ai parlé, mais c'est une espèce de vraiment de liquide. Alien 3, ça te prend juste dans tous les sons, ça te met dans le film, ça te fout le blues dès les premières notes. L'OST est juste très bonne, avec une volonté, et c'est peut-être son défaut, de réunir un peu les 3 films dans une seule bande originale. Un peu comme Genet voulait prendre le style du 1 et du 2 pour faire son film. Donc en fait, c'est presque une synthèse en fait des 3 autres, d'où son intérêt limité, parce que quelque part, Alien la Résurrection, il est très dispensable. Il est dispensable dans le sens où tu tues les aliens définitivement dans Alien 3 pour les ramener dans Alien la Résurrection, et finalement tu les retues à la fin parce que finalement on arrive à faire exploser le vaisseau et à tuer l'hybride. Donc tu te dis que t'arrives à la même conclusion, sauf que cette fois-ci Ripley, même si c'est pas vraiment elle arrive sur une planète Terre 200 ans après, déjà que 57 ans après elle était larguée, là c'est 200 ans après qu'on n'est plus personne, elle est pas vraiment humaine, quelle est sa place? On n'en sait rien. Et vu que le film n'a pas eu de suite directe, tu te dis que c'est pas fini, que le film il n'est pas terminé, que si tu termines sur cette note là qui est un peu moins
moins bonne que l'autre, bah du coup ça commence à faire baisser la saga en qualité, même si pour moi c'est encore très bon. Et vu que le film devait être un film à la base en 2 parties, je vous l'avais dit, le box-office aux États-Unis ayant été très décevant, encore moins bon que le 3, ça n'a pas encouragé la Fox à continuer, bien que le film à l'international a très bien marché, il a été sauvé notamment par l'Europe, il a bien marché en France, étant donné que Jeunet avait fait un film américain, on était assez fiers en tant que Français de voir un Français faire un film à Hollywood. Au final, il aura très bien marché quand même, mais pas suffisamment pour faire un film qui se passerait sur Terre ou sur la planète des aliens, qui aurait été assez coûteux à faire. Donc on va laisser la saga pendant un bon moment comme ça. Tout ce qui va suivre après Alien la Résurrection, ça sera de la merde, clairement. Les AVP numéro 1 et numéro 2, le Prometheus, l'Alien Covenant, ces 4 autres films, après ces 4 premiers, ont transformé cette saga en une saga quelconque de science-fiction, alors que si tu t'arrêtes aux 3 premiers, c'est la perfection, si tu t'arrêtes aux 4 premiers, ça reste très bon. Le film, au final, n'est pas marquant, c'est juste une perle de plus accroché au collier, on va dire ça comme ça. Visuellement incroyable, le style Jeunet, l'identité de Jeunet est là. Je vous l'ai dit, on n'en sort pas essoufflé, c'est son défaut. Il s'agit plus d'une expérience immersive, mais d'un très bon film que tu regardes sur ton canapé. Un peu plus popcorn movie, un peu plus hollywoodien, tout simplement. Certains le préfèrent au 3, et je peux pas leur en vouloir pour ça. Ça se débat, enfin on peut en débattre. En tout cas, il ne dénature pas la saga. Il est juste dispensable si on le retire. Ça ne retire rien à la trilogie, donc il n'était pas indispensable. Ça faisait plaisir simplement de revoir Ripley dans de meilleures conditions, enfin de voir un film moins déprimant. Pour ceux qui ont été marqués comme moi par Alien 3, conclure avec cette expérience traumatisante qu'a été Alien 3, ça aurait laissé la saga avec un goût particulièrement amer. C'est tout pour aujourd'hui concernant cette saga Alien. Je suis content d'en avoir parlé parce que c'est vraiment une saga qui m'a marqué, dans le bon comme dans le mauvais. On se retrouve bientôt pour parler de cinéma sur cette chaîne. On va aussi, entre-temps, parler d'autres choses. J'ai envie de revenir sur les séries télé. Il y a beaucoup d'autres sagas que j'ai envie d'aborder cette année avec vous, notamment les plus connues que sont Star Wars, James Bond ou les Harry Potter. Ce sont les prochaines qu'on va aborder ensemble sur cette chaîne-là. Donc je vous invite à rester connectés et attentifs. En tout cas, merci de vos retours sur les vidéos qu'on a faites, parce que je pense que les vidéos que j'ai faites sur Alien sont les meilleures que j'ai faites sur ma chaîne jusque-là. En tout cas, elles sont à la hauteur de ce que j'en attendais, contrairement à d'autres vidéos que j'ai fait au tout début. Quand j'ai commencé à parler des premiers films, les Halloween, etc., j'étais vraiment pas à l'aise, comme beaucoup de monde quand on débute. Et là, pour le coup, j'étais vraiment, je pense, bien dans mon élément avec Alien. Merci de me suivre, merci de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo et les autres. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!